Aujourd'hui un sujet qui a trait à l'innovation dans les équipements aquarécréatifs. No water, no leisure. Les anglo-saxons, notamment les concepteurs de resorts ou de parcs récréatifs, ont l'habitude de dire que donc no water, no leisure. Ça montre l'importance de l'eau dans la programmation des grands équipements récréatifs. En fait, c'est pas aussi vrai que ça, parce que le mois dernier, Vincent Philippe nous a montré que beaucoup de choses en matière d'entertainment pouvaient être faites dans les parcs ou dans les équipements urbains, dans les nouveaux loisirs urbains qui ne sont pas tous qui ne tournent pas tous autour des questions de l'eau. Mais enfin, ceux qui s'intéressent à l'histoire du tourisme savent à quel point l'eau a été un élément important dans le développement touristique. Sans remonter aux termes anciens et romains, les stations thermales, justement, ont été un lieu qui a favorisé le développement économique et l'industrialisation en Angleterre. C'est un fait connu, en permettant à la bourgeoisie et à l'aristocratie qui intervenait dans des mondes très cloisonnés de se retrouver sous prétexte de santé et de remise en forme. Ça a permis de faire des affaires. Après, au courant du XVIIIe siècle, le développement, l'engouement pour les bains de mer qui s'est prolongé à la fin du 19e sur le développement de cités balnéaires, là encore sur l'initiative de l'aristocratie, toutes ces grandes stations, toutes ces grandes cités balnéaires autour de palaces. Et puis au XXe siècle, le développement du tourisme pour tous, les stations littorales, la mission Racine en Languedoc, la Miaca sur la côte aquitaine, voilà, le tourisme de masse. Et intéressant, c'est que même ces stations touristiques développaient toujours souvent, enfin toujours et souvent même, des équipements aquatiques pour venir contribuer à renforcer l'attractivité de la station. Mais recentrons-nous sur notre sujet d'aujourd'hui, hein, donc Water and Leisure. 3 intervenants. On a dans un premier temps Vincent Philippe, qu'on ne présente plus maintenant, qui est donc le spécialiste, le grand observateur de tous les équipements récréatifs, et donc aussi l'animateur du blog Funfair City. Vincent va nous faire un point d'actualité thématique. Il sera suivi de l'intervention donc de notre intervenant principal, qui est Michel Linet-Frion. Alors dans l'univers du tourisme, en tout cas dans le monde de la conception des équipements récréatifs et touristiques, Michel n'a plus besoin d'être présenté, mais architecte, il a été directeur artistique dans le groupe Parc Astérix, Grévin et compagnie, avant avec une vie précédente chez Disney. Il a poursuivi sa carrière dans le groupe Pierre et Vacances Center Parcs, où il a eu l'occasion de suivre le développement de ce qui fait en fait l'originalité des Center Parcs, la bulle d'Aqualagon. Et donc Michel est vraiment bien placé pour nous parler des concepts avec une dominante un peu sur les équipements privés. Pourquoi privés? Parce que l'intervenant suivant, c'est François Mouilleron. François Mouilleron, qui est à la fois directeur du développement, directeur du marketing stratégique et de l'innovation dans le groupe Recrea, qui est un des champions de la gestion de piscines, de la gestion déléguée. Et donc, François abordera le sujet ensuite sur un angle plus celui du montage et de l'exploitation, et notamment de la relation avec le public. Donc, vous voyez, notre programme est dense, et donc sans plus attendre, je propose qu'on passe la parole à Vincent Philippe pour faire un point d'actualité sur les équipements aquarécréatifs. Merci Vincent, c'est à toi.
Très bien, merci Thierry, bonjour à tous. C'est une nouvelle fois un plaisir de vous retrouver pour cette édition mensuelle du webinaire Voltaire Fun Fair City. Vous l'avez remarqué, il commence à faire sombre, il commence à faire froid, c'est bientôt l'hiver, alors je vous propose d'aller nous réchauffer un petit peu avec ce petit tour d'horizon des nouveaux lieux de l'aqua récréatif, les nouvelles grandes destinations, nouveaux équipements, nouveaux programmes qui sont conçus autour de l'eau. Thierry rappelait les valeurs hygiénistes de l'eau qu'il y a pu avoir une époque. Sur les bords de mer, les villes ont connu ça aussi, et depuis, ça n'a pas cessé de continuer à se développer. Aujourd'hui, au programme, on va parler de nouvelles destinations aquatiques, des gros programmes qui se réalisent pour attirer du monde sur la base d'un loisir et d'une expérience aquatique autour de l'eau. Les nouveaux spas urbains, des éléments plus réduits en termes de taille, mais sur une programmation riche, misée sur le bien-être et la santé. On parlera un petit peu des équipements publics 2.0, un peu que je les surnomme comme ça pour montrer de quelle manière ils évoluent. On passera la parole, je n'en dirai pas beaucoup parce qu'effectivement François Muron on dira plus sur sa partie. On parlera un petit peu des valeurs de l'eau, on parlera de quelques références de l'eau au naturel, parce qu'on est capable également d'exploiter un espace aquatique sans forcément aller construire quelque chose, on montrera quelques exemples. Et puis, c'est toujours intéressant dans un monde en mutation où on génère beaucoup de choses, où on renouvelle beaucoup, d'aller voir un petit peu ce que peuvent devenir d'anciennes piscines. Et on montrera quelques exemples assez intéressants. Premier volet d'actualité, je voulais vous parler de Therme Group. Therme Group, c'est une entreprise, je crois que c'est autrichien ou allemand, qui exploite depuis plusieurs années des grands sites aquatiques. C'est toujours organisé autour de 3 univers, un oasis bien-être, une partie fun avec des toboggans, des piscines à vagues, et puis une partie plutôt spa, bien-être, avec sauna, hammam, jacuzzi, etc., douche froide, voilà, un triptyque intéressant autour de l'eau relax, l'eau santé bien-être et puis l'eau fun, loisirs divertissement. C'était initialement des lieux qui étaient beaucoup conçus à la campagne, hors des villes, plutôt en lointaine périphérie, et les derniers projets qui ont été annoncés par Therme Group sont plutôt très urbains. Manchester a été annoncé, Glasgow a été annoncé, Francfort, New York, Toronto également, je crois, récemment a été annoncé. On le voit sur la petite illustration de Therme Manchester, on est vraiment au cœur de la ville, dans un espace de proche périphérie, bien connecté au reste de la collectivité, au reste de la ville. Et on est sur un très très gros équipement, on parle de 30 000 m² à chaque fois, 100 millions de livres d'investissement par site, pour ceux qui sont anglais. Donc une très importante destination qui est urbaine, une véritable oasis au cœur de la ville qui propose vraiment une journée entière quasiment de divertissement autour de l'eau. Ce qui est intéressant également avec Therme Group, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas à ça, ils exploitent leur univers pour aller un petit peu au-delà. Ils ont, il n'y a pas très très longtemps, conclu un accord avec l'entreprise Superblue qui travaille sur l'art immersif, qui a ouvert un site à Miami, de manière à pouvoir créer, avec une filiale dédiée qui s'appelle Therme Art, des expériences particulières autour de l'immersion sur ces lieux-là pour créer une destination encore un peu plus complète. Et également, ce qu'il faut signaler avec Therme Group, c'est que leur approche se veut également éco-responsable, notamment avec une approche sur la restauration, où le fait d'utiliser beaucoup d'eau, beaucoup de vapeur, etc., permet d'utiliser l'énergie, d'utiliser l'eau pour un cycle vertueux autour de la production alimentaire. Et donc certains centres doivent pouvoir à terme intégrer des fermes urbaines utilisant la présence massive d'eau à l'intérieur du site. Donc c'est plusieurs dimensions qui sont intéressantes avec ces projets-là. Si on fait un petit parallèle côté français, un grand projet est en cours du côté de Nancy, c'est Grand Nancy Thermal, qui propose également une rénovation importante d'un site du cœur de la ville, un projet assez comparable, puisqu'on parle de 20 000 m² en plein cœur de la ville, une opération qui est en chantier. Il y a eu un fait judiciaire récemment sur la résiliation de la concession, mais le projet se poursuit et les justificatifs devraient être apportés pour continuer. Donc c'est ce qui montre un petit peu deux échelles comparables sur des développements internationaux et sur des développements français. Le sujet suivant, on va aller un peu plus en profondeur, c'est le cas de le dire, avec Deep Dive Dubaï. Ça a ouvert cet été à côté de Dubaï, dans un complexe sportif de la ville. Et le programme ici, l'objectif est de créer la piscine la plus profonde
du monde. C'est le record actuel depuis cet été. Initialement, le record a été détenu par Deep Spot avec 45 mètres de profondeur en Pologne. Et on a également quelques autres références intéressantes en Italie et en Belgique sur des piscines de plongée, des fosses de plongée, comme on les appelle, qui proposent vraiment une expérience complète autour des profondeurs. Ce qui est intéressant avec le projet de Dubaï, c'est que voilà, il y a une vraie mise en scène de la profondeur, une vraie mise en scène de l'aquatique avec cet esprit ville engloutie, décor un petit peu post-apocalyptique qui incite vraiment les plongeurs à aller l'explorer. Il y a un studio de cinéma du coup qui est installé aussi pour profiter un petit peu des équipements. L'ensemble est très architecturé, on a une référence à une coquille, un coquillage géant qui est installé en plein air, et voilà, c'est une véritable destination autour de la plongée qui fait un petit peu penser dans un autre registre au projet Climb qui est à Abu Dhabi, qui lui misait vraiment sur le record de hauteur d'escalade, de chute libre également en soufflerie. Donc on voit ces grandes destinations sur un principe de record, soit en profondeur ou en hauteur. Donc c'est un projet intéressant qui a ouvert cet été à Dubaï. Pour le projet suivant, on va évoquer la question de ce que j'ai appelé les nouveaux spas urbains, cette nouvelle génération de lieux qui sont vraiment centrés autour de l'eau, plutôt avec un esprit de terme, un esprit de balnéo urbaine, un petit peu comme à l'image des termes romains qu'évoquait Thierry en introduction. L'exemple de Caliseo, qui est un exemple intéressant, qui crée différents types de lieux sur tout le pays. C'est une offre balnéo d'un côté, avec des bains, des hammams, des soins, massages, et puis une offre vitalité avec une offre plutôt gym. Aujourd'hui, Caliseo annonce une levée de fonds importante pour continuer son développement. Aujourd'hui, plusieurs sites sont essentiellement dans la moitié sud de la France, Bordeaux, Lyon, Nantes, un peu l'ouest effectivement, Perpignan, Toulouse et Pau. L'objectif pour Caliseo est d'ouvrir maintenant 4 nouveaux sites pour commencer dès 2023 en Ile-de-France, 3 en Ile-de-France et un dernier à Lille, avec un modèle qui veut se répéter, 5000 m² environ de programmation, 17 millions d'euros d'investissement et un objectif de 400 000 visites annuelles pour équilibrer l'ensemble avec un modèle type qui a vocation à se dupliquer. Donc un exemple intéressant pour montrer de quelle manière l'eau, ces valeurs de bien-être associées à l'eau peuvent se diffuser. Également sur le côté du terme des bains du cœur de ville, c'est ce très bel exemple à Strasbourg, c'est les bains historiques de la ville qui viennent tout juste de rouvrir après 3 ans de travaux. À l'intérieur, piscine, balnéo, salle de sport, bassin nordique, on le voit sur la photo. Mais voilà, ce qui est important ici, c'est que c'est un véritable monument historique, c'est un patrimoine du début du XXe siècle, là encore, courant de la ville hygiéniste, proposer des bains à l'extérieur, à l'intérieur, dans une ville qui était assez industrielle. Le monument historique, le classement date de 2017, c'est assez récent. Et donc voilà, ça vient d'ouvrir. Je vous invite vraiment à suivre le petit lien que j'ai mis en dessous. Les photos, j'ai pu en sélectionner que 2, mais les photos sont vraiment magnifiques. Pour voir un peu ce que ça donne, une requalification contemporaine dans un site historique, et qui a en plus une ambition en matière environnementale et d'économie d'eau, et d'économie d'énergie. C'est intéressant de le signaler. Un mot rapidement sur les équipements publics 2.0 qui montre de quelle manière aujourd'hui on génère les équipements autour de l'eau. Cet exemple à Chaumont, le site Palestra, qui a l'originalité d'associer un espace aquatique, classique aujourd'hui, bassin ludique, partie intérieure, partie extérieure, toboggan, bassin d'activité pour les enfants et pataugeoires, avec un espace sportif et culturel qui correspond à une grande salle de 3000 places qui fait soit salle de spectacle, soit la salle de sport qui peut accueillir des événements. Et donc c'est un exemple assez intéressant de voir de quelle manière on arrive à réunir ces attracteurs urbains, piscine, sport, loisirs, bien-être d'un côté, et puis événements, sport de l'autre, sur un seul et même site qui correspond plutôt bien à l'esprit d'une ville qui n'est pas très grande, Chaumont, à peu près un peu moins de 50 000 habitants en agglomération. Donc on pourra peut-être en dire un petit mot quelque part en fin de session. On est sur un équipement urbain assez intéressant pour une ville comme ça. Un mot maintenant sur les valeurs de l'eau. On a parlé donc de ces différentes valeurs, de sport, bien-être, loisirs. Parlons aussi un petit peu d'accessibilité et d'inclusivité. Je voulais vous parler aujourd'hui de Morgan's Inspiration Island, qui est un site du Texas, un complément aquatique d'un parc d'attractions qui existait déjà depuis quelques temps, qui s'est donné comme objectif, donc c'est le parc créé par une fondation, qui s'est donné comme objectif d'être 100% accessible à tout
les personnes avec besoins spécifiques, toutes les personnes handicapées, tout type de handicap. C'est passé par beaucoup d'innovations, c'est passé par des formations particulières du personnel, c'est passé par un parcours visiteur bien particulier avec des vestiaires adaptés, c'est passé par le design d'une chaise roulante pneumatique et non plus électrique pour être compatible avec l'eau. Voilà, c'est passé par beaucoup de choses. C'est intéressant de le signaler et de réfléchir systématiquement quand on crée un lieu comme ça. L'eau, ça peut être clivant quand on a des problématiques particulières liées au physique. Comment on travaille là-dessus pour rendre ce type de lieu divertissant par essence accessible au plus grand nombre. Voilà, ça c'est un exemple intéressant. Morgan's Inspiration Island. L'eau, c'est également des plans d'eau, des bassins, des ports, des fleuves. Il y a pas mal de plans d'eau. Beaucoup de villes sont construites au bord de l'eau. Beaucoup de villes sont construites sur d'anciens ports historiques. Et beaucoup de bases de loisirs ont pu exister, être créées autour des villes. Donc des plans d'eau autour de villes, il y en a énormément. Et l'intérêt est de pouvoir se demander de temps en temps qu'est-ce qu'on peut en faire. Deux exemples ici. Je voulais vous parler d'Okaina Wave, qui est un concept français pour générer des vagues de surf, mais avec une technologie particulière qui ne nécessite pas d'aller construire un pôle dédié, de construire une piscine en béton, de la remplir avec de l'eau. L'idée est de pouvoir s'installer sur un atoll, d'installer cet atoll générateur de vagues sur un plan d'eau existant, dans différents types de configurations. Plusieurs projets ont été annoncés du côté de Vers-sur-Marne dans le 77, au Futuroscope, et également sur le lac du Bourget. Ça permet de créer des vagues, créer une destination sportive à un endroit, une destination attractive, et puis également une valeur intéressante de mettre l'eau en mouvement qui évite des fois que l'eau stagne trop, ce qui peut être intéressant pour la biodiversité également. Donc c'est une manière intéressante d'utiliser un plan d'eau existant en ville également. Et puis l'autre exemple, c'est tout simple, c'est des jeux gonflables sur l'eau qu'on peut trouver souvent sur les bases de loisirs. Dans certains pays, l'exemple ici à Liverpool, on voit que ces types d'installations peuvent tout à fait trouver leur place en cœur de ville, sur des bassins. Là c'est le bassin le grand Albert Dock historique de Liverpool, mais on pourrait imaginer des choses comme ça sur le bassin de la Villette ou dans d'autres types de lieux où l'eau est relativement calme. Donc c'est une autre manière d'apporter du fun en ville en utilisant de l'eau, mais de l'eau qui est déjà sur place. Et pour conclure, un petit mot du coup sur ce que peuvent devenir des piscines une fois qu'elles n'ont plus leur utilité première. C'est un type d'équipement qui se renouvelle beaucoup. Le parc de piscines français est assez vieillissant, il se renouvelle à l'occasion de la création de nouveaux centres aquatiques. Qu'est-ce que peuvent devenir ces piscines? Trois exemples. L'évident musée de Roubaix, la piscine qui fête aujourd'hui ses 20 ans du coup, donc c'est pas un projet récent, mais son anniversaire et l'actualité. Également du côté de l'île Bouchard, une piscine qui a été entièrement reconvertie en skatepark, une piscine extérieure, et on revoit le petit code graphique de la ligne d'eau qui a été reproduit sur les éléments, les équipements du skatepark. Et un autre exemple intéressant, une piscine en Essonne, à Sainte-Geneviève-des-Bois, qui a été convertie en tiers-lieu avec accueil d'entreprise, petite restauration, événement, et on reconnaît bien l'ancien bassin qui a été vidé avec des portes qui ont été créées dedans. Voilà. Donc on a regardé l'esprit du lieu en inventant une toute autre histoire. Voilà, une nouvelle fois, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous invite à suivre la suite sur les réseaux sociaux, sur les sites internet de Voltaire et de Funfair City. Je passe la parole maintenant aux deux grands experts du jour qui détailleront l'intégralité du programme du webinaire. Merci de votre attention et s'il y a des questions particulières sur le lieu abordé, n'hésitez pas à se renvoyer à la fin de la session. Merci beaucoup. Je vais maintenant prendre la parole. Vincent, merci. Thierry, merci. François, merci pour tout à l'heure. Moi, ce que je voudrais faire, c'est partager avec vous mon expérience dans la création de ces parcs aquatiques, mais je focalise sur les parcs aquatiques indoor, en intérieur. Je vais commencer par un petit tour d'horizon de ceux qui, moi, m'ont marqué. Et ensuite, je passerai en revue
ce que je considère pouvoir être des compléments qui permettent un peu de sortir de la recette. Donc voilà. Alors cette image, je l'aime bien, mais c'est uniquement pour la montrer. Donc les réalisations qui m'ont moins marqué, je commence, c'est par un petit historique que j'ai loupé, mais en gros les parcs aquatiques indoor sont apparus en Europe. Le premier probablement en Suisse, en 77, et aux États-Unis, les premiers, c'était en 94. Donc moi, les premiers qui m'ont marqué, c'était le Edmonton Mall, par exemple. Cette image m'a hanté pendant de nombreuses années. Je pense qu'on doit pouvoir faire mieux. Et du coup, j'ai préféré quand même vous la partager pour un peu exorciser cette image de mon esprit. Pour un Parisien à l'Aqua Boulevard, c'est inévitable. Je n'arrive pas bien à saisir pourquoi il n'a jamais vraiment pris son envol, ce parc, qui est bien. Pendant un voyage aux États-Unis dans les Wisconsin Dells, c'est là où tout a démarré pour les parcs aquatiques indoor qui se sont ouverts l'un derrière l'autre, en fait, dans une région où il y avait des resorts, des hôtels, dans une région touristique déjà, et pour prolonger leur saison, ces hôtels ont commencé à concevoir des espaces aquatiques intérieurs. Celui-ci est devenu après un Great Wolf Lodge, mais c'était le premier. Et en fait, il est tout petit maintenant. Dans la même région, là, j'ai mis une image de Kalahari, qui est aussi une chaîne, il y en a plusieurs aux États-Unis. C'est vraiment une usine à divertissement aquatique. Tout est regroupé à l'intérieur, entremêlé. Très fun. Mais pareil, je me suis dit, on doit quand même pouvoir faire un peu mieux. Celui que je préfère là-bas, c'est le Great Wolf Lodge. Il y en a plusieurs aussi aux États-Unis, peut-être un jour en Europe. C'est beaucoup plus qualitatif comme lieu, comme espace, avec toujours des attractions aquatiques plein format. Tout ce qu'on veut y est, mais c'est mis en scène avec une qualité un peu plus, je trouve, chaleureuse. Et puis ensuite, bien sûr, pour moi, Center Parcs, ça m'a marqué, mais celui-là, c'était avant même que je travaille pour eux, où je trouvais que de recréer des environnements entiers à proximité des lieux des villes, c'était vraiment le début d'un bon concept. On va développer ça plus tard. Celui qui m'a marqué en Allemagne, Tropical Islands, on peut y coucher la tour Eiffel dedans, tellement il est grand, et faire des balades en ballon captif. Relativement bien fait quand on est à hauteur d'homme, puisque tout est vrai, c'est même du sable au sol, c'est des vraies plantes, c'est des vrais bâtiments qu'ils ont ramenés d'Asie. Mais bon, une grande bulle dans laquelle on peut même y dormir. Aquariaz, c'est un parc aquatique à Avoriaz, donc à la montagne, un des premiers, ou le premier peut-être même, qui a été une proposition alternative au ski ou complémentaire au ski dans une station de ski. Et puis, plus proche de Paris, l'Aqualagon de Village Nature. C'est un des seuls peut-être qui peut avoir une dimension une virtuosité écologique, étant donné qu'il est chauffé par géothermie, qui est devenu d'ailleurs sa thématique. Et puis, un des thermés dont a parlé Vincent tout à l'heure, le premier que j'avais vu, c'était Baday Paradise, pareil, en plein hiver, au tropique, on voit qu'il y a de la neige dehors. Et puis, les parcs aquatiques qui se sont adossés ou sont venus en complément des parcs à thème. Pour moi, le premier a été Alton Towers, en Angleterre. Alors là, apparaît maintenant la scénarisation, la thématisation. Il y en a eu plusieurs autres, j'en cite quelques-uns que moi j'ai
trouvais particulier. Plops Aqua, parce que lui, il a poussé la scénarisation à fond, donc même de créer des environnements, on va être presque nocturnes en plein jour. Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et puis Roulantica, je n'ai pas mis d'image parce que je préférais un dessin d'origine qui vient d'ouvrir, qui est énorme, bien sûr, et qui est complètement scénarisé en Allemagne, chez Europa Park. Et un des prochains, qui va être une surprise, à Liseberg, Oceana, qui lui, c'est un hybride entre les parcs aquatiques thématisés et puis ceux qui sont végétalisés comme Center Parks. Tiens. Et je finis sur une image que déjà on a vue, Thermes et Manchester. Moi, ça m'a marqué de par en fait leur ambition. C'est des sites énormes, gigantesques. Et vous verrez en fin de présentation, je m'interroge un peu sur cette qualité-là. Alors après, je vais parcourir toute une série de nouvelles idées, enfin nouvelles idées, on va dire, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les parcs aquatiques ont déjà tout, et ils veulent se renouveler ou faire parler d'eux ou rajouter des choses, et on a un peu de mal à agrandir une piscine à vagues où on peut rajouter des équipements, mais moi j'ai préféré regarder ce qui se faisait par ailleurs et ce qu'on pourrait ramener dans les parcs aquatiques ou appliquer d'autres façons de concevoir dans les parcs aquatiques. Je remets ma belle image. Alors, je les ai classés en deux sortes, ceux qui sont de toute façon prévus dans le billet d'entrée, puis ceux qui pourraient générer des revenus complémentaires. Commençons par le début, les vestiaires. C'est souvent des lieux un peu, on va dire, neutres, pour ne pas dire autrement, mais on peut donner une vraie première image et dernière image, moi je les appelle ludiques, mais à pas négliger, je pense. Les rivières expérientielles, des rivières dans lesquelles on peut avoir toute une multitude d'effets, de surprises aquatiques, des jets, des geysers, des cascades, des mouvements d'eau, des courants différents, de l'eau chaude, de l'eau froide. Donc on pourrait explorer ce thème à l'infini quasiment. Une variation, ça serait de nager avec les poissons. Je vais vous montrer un projet qui n'a pas vu le jour encore, mais dans lequel c'est une rivière, moi je l'appelle la cénote, c'est-à-dire on peut partir faire un tour dans une grotte, dans une caverne. On commence à être au milieu d'aquarium au-dessus, autour, mais on peut aussi ensuite prendre des petites lunettes de plongée et parcourir la grotte dans laquelle il n'y a que 1 mètre d'eau, donc on peut tout de suite se relever à pied pour aller voir des aquariums immergés, mais ça peut suivre tout un scénario qui permet d'aboutir peut-être dans une salle où on pourrait même envisager des projections sous-marines, on verrait passer un dauphin par exemple. Donc du coup, ça m'amène à en fait la création de véritables paysages intérieurs. On oublie les codes, tout le vocabulaire des piscines. Il n'y a plus de carrelage, il n'y a plus d'inox. Et on a des lieux complètement immersifs. Avec, moi j'aime bien de la végétation parce que je trouve que ça apporte un côté plus naturel, bien sûr. On sait faire de la végétation qui maintenant n'est plus tropicale ou ne ressemble pas à une végétation tropicale. On peut imiter des végétations plus européennes, par exemple, tout en utilisant des plantes subtropicales. Donc voilà, là il y a une variété de propositions, donc de recréer des environnements naturels. On pourrait aller jusqu'au bout de la logique. Même avec des bassins en fond de sable, ça c'est aujourd'hui réservé à des équipements un peu plus de luxe, mais pourquoi pas les ramener dans les équipements, dans les parcs aquatiques. Sinon, toute une autre façon de voir la chose, c'est de faire une décoration inattendue. Là, j'ai des robots, des poissons robots que l'on peut suivre. On peut peindre des trompe-l'œil pour essayer de recréer, enfin de donner l'illusion que les bassins sont
qu'il y ait du vivant dans les bassins, ou alors partir dans tout un univers plus féerique, surtout la nuit, avec une mise en lumière de l'ensemble du lieu. Après, dans les équipements, les fournisseurs sont tout le temps à la recherche d'innovation, d'évolution. Dans les toboggans, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est toujours essayer de fusionner plusieurs sensations pour en faire une plus complète. Il y en a qui se font même des nœuds. Est-ce qu'il y a vraiment des expériences nouvelles dans les toboggans? Il y en a qui ont tenté d'aller les faire passer sous l'eau, mais encore faut-il avoir des bassins avec on ne va pas dire des orques, mais au moins des poissons. On peut le faire de façon virtuelle, pareil, donner l'illusion qu'il y a des êtres qui nous attendent à chaque virage ou d'autres effets. Et puis le gaming qui arrive, le scoring, marquer des points. Donc maintenant, il y a des toboggans, on parcourt l'ensemble de la chute en essayant de taper dans des cibles ou de passer sur des cibles pour marquer le plus de points possible. Donc là, on est dans un autre divertissement. Des toboggans debout. Alors, est-ce que c'est vraiment un toboggan ou est-ce que c'est un système de transport? Et puis, alors, il y a peut-être aussi là un toboggan dans lequel on va s'initier au surf. Bon, j'attends de voir les surfeurs debout là-dedans. Après, toutes les nouvelles additions qu'on peut, rajouts qu'on peut faire qui peuvent générer des revenus complémentaires. Alors, les classiques, on va dire, c'est la photo. On prend les gens en photo et on les revend. C'est dans les vestiaires, à la fin, toujours pour un petit truc un peu ludique, mais des séchoirs familiaux. C'est les animations, on utilise les bassins pour faire autre chose. Le fitness, les bébés nageurs, etc. Il y a plein d'exemples. Les gonflables de Vincent. Mettre en place on appelle ça des cabanas, c'est des espèces de petites huttes ou tentes privatives que les gens louent pour pouvoir s'isoler un peu, se retrouver. Aux États-Unis, on y met même télé et bar. Dans la recherche de nouvelles expériences, pas des classiques, on va dire, Vincent en a parlé aussi, la combinaison du wellness et de l'aquatique, à savoir rajouter dans un espace aquatique des lieux de bien-être ou l'inverse. Ça permet de rendre le wellness plus ludique et l'aquatique plus orienté bien-être. Ça crée des lieux assez fantastiques. Je vais passer mes images assez vite parce que sinon ça va vous donner trop envie. Sinon, dans un autre registre, tout ce qui est aventure, défi, donc là on a des images d'escalade verticale, horizontale, des tyroliennes dans ces espaces, ça va être assez rigolo à faire. Maintenant, il y a des acrobranches aquatiques, avec autant de personnes qui le pratiquent que d'autres qui regardent et interagissent avec des canons à roues, par exemple. Du coup, l'interactivité, on peut imaginer aussi des grandes chasses au trésor avec des dispositifs, des bracelets intelligents. Donc, on peut animer les décors parce qu'on a justement ce fameux bracelet. Du canyoning, ça a déjà été tenté, mais je pense que c'est encore à ses débuts. L'initiation au surf, en intérieur aussi. Grand bassin, petit bassin. Le cinéma, transformer un lieu de temps en temps pour voir un film dans des conditions un peu insolites. Dans les cinémas, il y a les cinémas aussi 4D, 5D si on veut avec des acteurs, mais dans lesquels les sens sont mis à l'épreuve avec projection d'eau, de vent, de brume. Ou des simulateurs aquatiques aussi. Enfin, toujours, donc on importe des systèmes
d'autres industries. Celui-là, c'est un simulateur qui permet de passer successivement d'un paysage, par exemple dans un volcan, ensuite on va dans un glacier, ensuite on fait un tour dans la jungle. Les balades sous l'eau, je remets une petite image, mais les balades sous l'eau, donc là il y a des équipements qui sont maintenant faits pour ce genre d'expérience et d'autres en cours de gestation, on va dire, donc des petits scooters des mers, donc faut avoir de la profondeur, mais on a vu qu'il y avait des bassins très profonds qui étaient en construction. Ou alors, plus simplement, des systèmes plus pour les enfants de nager sur le dos d'un dauphin robot, bien sûr. Du golf aquatique, il faut un peu plus de place, peut-être, mais un mini-golf dans lequel, en fonction de l'adresse, on déclenche des jets d'eau, ou alors on se fait asperger. Et puis dans un autre registre encore, tous les manèges des parcs à thème qui ont une connotation aquatique, on pourrait les rajouter dans les parcs aquatiques. Il y a même des gens qui réfléchissent à faire des manèges spécifiques parcs aquatiques. Ici, c'est une espèce de parcours sur l'eau. Et puis alors, pour finir, ces grands lieux qu'on crée, ces grands parcs aquatiques qui, le soir, la nuit, sont fermés parce que difficile à assurer la sécurité, ou les gens, de toute façon, n'ont pas envie d'y venir nager en soirée, mais on pourrait réouvrir ces lieux-là en y créant à l'intérieur des grands spectacles multimédia comme on sait faire maintenant. Donc, c'est la réutilisation d'un même lieu qui doit être conçu dès le départ, bien sûr. Et puis pour ne pas les oublier, parce qu'on les oublie quand même, c'est les enfants. Pour eux, il faudrait qu'on arrive à repenser un peu un certain nombre d'activités, parce qu'ils ont aujourd'hui des pataugeoires, mais on peut leur prévoir tous les toboggans que les grands ont, mais à leur échelle à eux. La grande piscine à vagues devient la mini piscine à vagues à leur échelle à eux. Puis voilà, d'autres équipements, presque des détournements d'équipements secs que l'on met au milieu de l'eau. Ou alors, là, on a des instruments de musique pour se faire entendre. Je pense, moi, plutôt, ce qui est bien, c'est de créer des parcours aquatiques dans lesquels il y a toute une série d'expériences et ils passent de l'une à l'autre. Et ces parcours peuvent être scénarisés de façon complètement différente en fonction du lieu où on est, très, on va dire, artificiel ou très naturel. On peut même jouer sur le bord, pas toujours aller dans l'eau, et avec des jeux où on manipule l'eau, en fait. Des petites attractions aussi, pour eux aussi, donc les bateaux tamponneurs. Voilà, et maintenant, ce que je voudrais, c'est aller plus dans quelque chose et la planète dans tout cela. Parce que est-ce qu'on ne va pas être rattrapé par un peu à l'image des zoos dans lesquels les gens n'avaient plus envie de voir des animaux en cage, dans les parcs aquatiques, est-ce qu'on ne va pas petit à petit se dire que écologiquement parlant, sont-ils vraiment nécessaires et qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, si on interroge nos visiteurs, ils sont ravis, ce sont des lieux de divertissement, on y va ensemble, on s'amuse, mais est-ce que des interrogations ne commencent pas à voir le jour est-ce que ce ne sont pas des lieux trop énergivores, etc. Alors, qu'est-ce qui se fait dans le domaine? Des opérateurs, là j'ai une image de Center Parc, cherchent par tous les moyens à justement minimiser, économiser l'eau
Mais c'est vrai que quand on a besoin d'eau chaude, il faut la chauffer. Quand on veut de l'eau en mouvement, ben on en perd. Mais les opérateurs ont trouvé tous les dispositifs actuellement pour pouvoir optimiser ces consommations-là. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de réinventer le modèle? Bon, je vois que là, le temps passe. Les fournisseurs, les obliger à mieux penser leurs équipements, les isoler, mais moi, je veux en être. Je voudrais bien essayer de focaliser, faire peut-être un autre webinaire une autre fois sur cette dimension écologique nécessaire, je crois, pour que ces équipements continuent à voir le jour et à divertir les gens comme ils le font aujourd'hui. Et je passe la parole à François, rapidement. Excuse-moi, François. Non, merci. Merci beaucoup, Michel. Et je pense que pour François, effectivement, on voit que les piscines publiques se sont souvent inspirées des initiatives privées et que donc le champ est vaste pour l'évolution d'un secteur que tu connais bien, que tu maîtrises bien, qui est celui des piscines. Mais je te passe dès à présent tout de suite la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Problème. Oui, désolé, on a un tout petit problème technique, mais ça y est. Voilà, c'est bon, c'est revenu. J'ai un petit souci. Vous m'entendez bien, Thierry? Oui, très bien. Parfait. Bon. Oui, ce que je commençais à dire, c'est que on est tenté évidemment d'aller chercher des sources d'inspiration dans tout ce qui se passe dans les resorts et dans les leisure là qu'on a pu visiter grâce à Michel et Thomas précédemment. Maintenant, moi concernant le secteur que je représente et l'entreprise en particulier Recrea, les centres aquatiques, eh bien, ce sont principalement des centres aquatiques dédiés à l'animation d'un territoire et surtout à des missions de service public. Avant de commencer un petit peu donc le petit tour d'horizon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Recrea, donc c'est un groupe qui gère en délégation de service public depuis une quarantaine d'années maintenant, une centaine d'équipements sur le territoire, des équipements aquatiques principalement, mais pas que, puisqu'on s'est diversifié et ouvert vers d'autres horizons, toujours autour du loisir sportif. Je rappelle juste comme ça brièvement, c'est des chiffres clés, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais ce qui est important de retenir, c'est que dans les centres aquatiques publics, il y en a un peu plus de 4000 piscines, centres aquatiques qui ont été comptés par le ministère. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y en a plus de 70% qui ont été construits avant les années 95, donc qui sont commençant à être obsolètes, pourrions-nous dire, d'un point de vue technique. Et surtout, vous avez l'essentiel d'entre eux qui sont gérés en régie directe, donc par les collectivités elles-mêmes, avec un déficit d'exploitation moyen. Et là, il faut être très prudent sur les chiffres, parce que 640 000 € d'annoncés, c'était l'ordre d'une étude faite par la Cour des comptes sur un échantillon qui n'était pas spécialement représentatif, mais on est sur des déficits qui sont parfois bien supérieurs et qui évidemment aujourd'hui pèsent lourdement sur les collectivités. Et pour rebondir sur ce que disait Michel précédemment, avec une interrogation sur les générations à venir, sur notre capacité à toujours accepter une telle débauche d'énergie et d'argent sur des territoires quand il y aura peut-être d'autres problèmes à résoudre avant. Donc ces équipements, comme je vous le disais, 95% au moins sont propriété des villes et des EPCI.
Et surtout, s'ils sont, si on les construit, si une collectivité se lance dans ce projet, la première motivation, c'est la lutte contre la noyade, c'est-à-dire l'apprentissage de la natation. Ça fait partie de l'obligation d'un territoire de mettre à disposition pour l'éducation nationale un équipement aquatique qui peut pas forcément être une piscine, mais en tout cas un lieu où on peut enseigner selon des codes définis par des cahiers des charges stricts, la natation dans le cadre scolaire. Et donc à partir de là, se pose après la réflexion de pouvoir bâtir autour d'autres services pour à la fois rendre le territoire plus attractif et puis satisfaire des nouvelles demandes. J'aime bien m'appuyer sur cette enquête, c'est un rapport annuel public qui maintenant a 3 ans, qui avait été fait par la Cour des comptes et c'est pas souvent quand la Cour des comptes et les entreprises sont d'accord et globalement le rapport était très intéressant puisque je vous ai pris quelques chapeaux, quelques en tête. Il précisait, comme on venait de le dire, que le modèle quelque part des centres aquatiques, des piscines publiques était obsolète et qu'il fallait de manière conséquente repenser la programmation et le fonctionnement. Parce que l'offre n'était plus adaptée au nouveau public. Nous, on aime bien dire chez Recrea qu'il y a grosso modo 4 dimensions pour lesquelles on vient dans un centre aquatique, voire 5. Mais la première, on l'a dit, c'est l'apprentissage, c'est la transmission d'un savoir. La deuxième, c'est tout ce qui va être autour du sport santé assez large. Le sport santé, ça peut être venir nager en ligne pour sa forme, ça peut être venir faire un aquasport, un aquagym pour s'entretenir. La troisième, ça va être ce qu'on appelle nous la baignade, c'est-à-dire dans des faibles niveaux d'eau, on vient se détendre dans l'eau, s'amuser et là évidemment on va emprunter quand on le peut dans la programmation à l'univers des grands parcs aquatiques pour venir construire des lieux de plaisir de proximité. Et puis la quatrième raison, très souvent, c'est de plus en plus, c'est le bien-être, hein, c'est la lutte contre le stress et on le voit dans de nombreux projets. On va là chercher les meilleures réalisations qu'on a pu trouver dans les thalassos ou les balnéothérapies pour proposer des vrais lieux de détente de plus en plus qualitatifs dans les centres aquatiques. C'est autour de ces 4 dimensions-là qu'aujourd'hui les nouveaux centres vont se repenser, se reprogrammer pour apporter des compléments et surtout une qualité de prestation au nouveau public. Et l'autre point qui est noté d'ailleurs dans la Cour des comptes, c'est que quelque part la connaissance des coûts, l'exploitation, donc l'exploitation en elle-même, hein, principalement internalisée, est parfois remise en cause et ils invitent les collectivités à réfléchir à d'autres modalités d'exploitation largement perfectibles. La DSP étant un moyen comme un autre, hein, mais n'étant pas le seul moyen dans leur rapport, mais ça montre qu'il y a un sujet important, à mon avis, pour l'innovation, c'est que la réponse, on l'a vu, elle peut se faire sur le hard. Quand je dis le hard, c'est toute cette réflexion sur la programmation et là où on peut innover, emprunter. Vous avez fait un beau tour d'horizon et j'imagine que les architectes, les programmistes et autres intervenants sur le secteur sont capables aussi d'aller chercher des idées intéressantes. Mais je pense, moi, qu'une grosse partie de l'innovation va se faire dans le soft, dans la capacité à penser, repenser le modèle d'exploitation des équipements. Pour ça, déjà, la première chose, c'est de rappeler que la France est quand même bien foutue, contrairement à ce qu'on se dit entre nous quand on regarde les autres pays, pour avoir été un petit peu me balader, notamment en Angleterre ou ailleurs. On a une commande publique qui dispose d'outils très adaptés à partir du moment où on les utilise correctement. Juste pour mémoire, grosso modo, hein, je fais une synthèse très très simple, très light, hein. On a d'un côté les marchés, de l'autre côté les concessions aujourd'hui. Les concessions, c'est un outil qui permet de penser, concevoir, financer et exploiter sur la longue durée un équipement et donc d'introduire à l'intérieur, quand on nous le permet, des éléments d'innovation qu'on n'aurait peut-être pas fait si ça avait été une programmation faite par la ville dans le cadre d'un marché. Je parlerai aussi brièvement des marchés de performance.
les marchés de performance, qui aujourd'hui sont un outil aussi très intéressant, mais qui, en tout cas dans notre domaine, dans les centres aquatiques, ont été un peu peut-être spoilés par les énergéticiens qui ont mis en avant tout la performance énergétique en inventant le concept de coût cible sur les fluides, alors qu'on pourrait peut-être, en étant un peu innovant, introduire d'autres éléments de performance sociétaux, commerciaux, qui permettrait de pouvoir utiliser cet outil-là pour construire des équipements avec l'exploitation réfléchie et intégrée dès le début. Quand je dis l'exploitation commerciale. La réflexion là que je pose rapidement ici, c'est comment réinventer le modèle d'exploitation. On a vécu avec le Covid un choc frontal où il a fallu réadapter rapidement l'ouverture avec des jauges réduites, avec des contraintes d'identification des personnes. Moi, je dis souvent que la gestion des centres aquatiques aujourd'hui, c'est un peu comme le gestionnaire d'une boutique, quoi, d'un primeur, quoi. Il vient le matin, il lève son rideau, il met son étalage en place, ses beaux fruits, puis il se met devant sa boutique et puis il attend les clients. Et puis il se dit que s'il fait beau, les gens vont venir, et puis que s'il fait pas beau, c'est peut-être pour ça qu'ils viendront demain. Et donc il n'y a aucune façon aujourd'hui, en tout cas dans nos modèles, de prévoir, d'anticiper. Donc on se fait surprendre parfois. Vous avez des journées où les équipements vont dépasser les seuils de ce qu'on appelle la fréquentation maximum instantanée, sans pouvoir apporter un service de qualité, ni dans la surveillance, ni dans l'accueil même des clients, ni dans l'expérience, et parfois même dans la qualité des traitements d'eau, puisque les systèmes vont souffrir. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose que l'on subit parce qu'on est aujourd'hui sur un modèle où on est sur un risque trafic, où on accueille le maximum de personnes jusqu'à ce qu'on son seuil l'autorise. Et il y a peut-être là quelque chose sur lequel il faut raisonner. Et c'est pour ça que je regarde depuis 2-3 ans le fait que pendant très longtemps, le succès garanti d'un équipement, c'était sa large plage d'ouverture au public. Aujourd'hui, il y a peut-être une réorganisation des plannings à prévoir, un peu plus intelligente, économe, ciselée, notamment par le fait qu'on pourrait encore plus utiliser la diffusion de la culture de la réservation. Et évidemment, à partir du moment où on réserve, ça signifie qu'on récupère de la donnée, la fameuse data, qu'on peut donc utiliser pour mieux piloter l'installation, que ce soit à la fois d'un point de vue technique ou d'un point de vue organisationnel. Ça permet aussi de créer de la segmentation encore plus sur les créneaux. Nous, on l'a vu typiquement à la réouverture des équipements après cet épisode du Covid. Le fait d'avoir mis en place des créneaux réservés pour pouvoir garantir l'accès avec les conditions qui nous étaient imposées aux nageurs a permis de définir des règles de confort qui ont permis de retrouver un public de nageurs qu'on avait peut-être perdu parce que quand ils venaient nager, ils se retrouvaient mélangés avec des enfants, de l'apprentissage, de l'aquagym dans un même bassin, et que c'était évidemment pas confortable pour pratiquer. Donc hyper-segmentation, réservation, réorganisation de planning. Le 4e point, moi, qui me semble important pour aller encore plus loin dans la réflexion de l'amélioration, en tout cas, et de l'innovation qu'on peut apporter, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, quand on construit un centre aquatique sur un territoire, principalement, la première raison, c'est pour diffuser la culture du savoir nager, de l'apprentissage de la natation, pour lutter contre les noyades. Or, lorsqu'on le regarde, la façon dont on l'organise, de manière générale, et ça je le dis aussi bien dans mon entreprise que dans les autres entreprises ou en régie, on est encore sur un modèle très associatif, hein. On prend les enfants de septembre à juin, on a un quota limité de places qui est raisonné par rapport à la disponibilité que l'on se donne de temps de bassin et de personnel pour accueillir les enfants. Et très souvent, je trouve que le nombre d'enfants que l'on accueille par rapport au potentiel qu'on devrait accueillir sur l'ensemble du territoire est très faible. Et c'est peut-être parce que toujours sur la façon dont on a d'ouvrir et d'accorder la place aux différents usages, eh bien on n'a pas laissé assez de place pour cette offre de savoir nager.
Sur les autres pistes, je rentrerai peut-être pas trop dans le détail, mais on le sait parce que c'est de plus en plus attendu. Il y a besoin encore plus de lieux d'accueil pour développer tout ce qui est sport bien-être, sport santé. Et là aussi, les équipements aquatiques sont des formidables lieux qui peuvent accueillir tout type de profil et d'âge pour remettre à la réathlétisation et à l'activité physique. Et en dernier point, un point qui à mon avis est essentiel, et il nous a été dit à deux étapes. La première, j'ai organisé une grosse enquête auprès de tous les délégants avec lesquels on travaillait pour faire évoluer la marque Recrea, et beaucoup de nos clients, donc des collectivités, des maires avec lesquels on travaille, nous ont demandé d'aller plus loin que le périmètre de la piscine, c'est-à-dire d'explorer tout ce qu'on pouvait faire à l'extérieur de la piscine, sur l'espace urbain ou l'espace outdoor. Et là, ça doit nous inviter à regarder la programmation et l'utilisation de la rue et des espaces qui sont autour, qui peuvent être des parcs ou des forêts en fonction de là où on est, ou les côtes quand on est au bord de la mer, pour pouvoir dispenser et animer ces lieux, pour pouvoir accueillir les salariés de l'entreprise qui cherchent à faire du sport ou tout simplement la population. Donc sortir de ces frontières que la piscine nous définit, sortir du rectangle pour aller explorer d'autres univers autour de la piscine. Je vous ai sélectionné, alors après cette belle brochette d'équipements qu'on a pu voir, j'ai choisi de vous sélectionner 3 références qui m'inspirent, 3 références complètement différentes, aux opposés, et qui sont pour moi intéressantes à vous présenter. La première, c'est un équipement que j'ai eu la chance de visiter il y a 2-3 ans du côté de Newcastle, qui a été fait par des architectes qui s'appellent Faulkner Brown. On est en banlieue, on va dire, de Newcastle. Et là, vous voyez, c'est un équipement qui réunit à la fois une piscine, alors une piscine de 5 lignes d'eau, 325 mètres carrés, et un bassin d'apprentissage. On n'est pas sur un centre aquatique, on est vraiment sur une piscine, une piscine sportive classique. Elle est associée à une bibliothèque. Donc je remets la photo d'avant. Donc sur cette partie vitrée, c'est la piscine, au centre l'entrée, et à droite va s'intégrer la bibliothèque. Donc on a un accueil commun que vous voyez ici, qui est l'accueil à la fois de la bibliothèque et de la piscine. Et puis à l'étage, vous avez tout un espace dédié au fitness, un bel espace, de plus de 1000 m², un vrai espace dédié au fitness avec des salles, mais aussi des salles qui sont réservables pour les associations de la ville, ou tout citoyen qui souhaiterait bénéficier d'une salle de réunion. Et puis derrière, en contrebas, un beau gymnase pour compléter l'offre. C'est un équipement très intelligent qui se déploie sur 6000 m² et qui a été fait à l'économie, puisque de mémoire, on est à 16 millions d'euros de coût construction. Alors après, on est en Angleterre, on compte peut-être pas tout à fait de la même manière, mais on n'est pas sur un équipement dispendieux et délirant, mais très fonctionnel, et qui a su regrouper, mutualiser notamment l'accueil pour intégrer à la fois le sport et la culture. Voilà. Une belle expérience, je trouve qu'on pourrait retrouver ailleurs dans une ville. En face de ça, je me disais que j'allais vous présenter le centre aquatique olympique, parce que quelque part, ça sera certainement un des marqueurs des grands équipements structurants du territoire français. Donc c'est un des rares équipements qui a été construit dans le cadre de JO 2024, et qui contribuera à l'héritage, comme le demandait le cahier des charges, et l'héritage que les JO pourront laisser sur les territoires. Donc il s'agissait de construire, dans le cadre d'un appel d'offres de concession, à la fois une passerelle et un centre aquatique pour accueillir les épreuves de plongée, de water polo, de nage artistique, et de la boccia, un sport, un handisport
qui est l'équivalent un peu du jeu de boules dans le cadre des handisports. La réponse du groupement qu'on avait constitué avec l'entreprise Bouygues et les architectes Van Ovens et Atelier 234 est la suivante, que je vais vous présenter brièvement dans le cadre de ces visuels. Donc un équipement avec cette passerelle qui va permettre de rejoindre au-dessus de l'autoroute 1 la plateforme du Stade de France vers ce nouveau quartier de la Plaine Saulnier qui va être créé, avec un équipement qui avait des ambitions énergétiques très faibles, raison pour laquelle notamment, vous voyez, ce toit a été incurvé pour réduire au maximum les espaces à réchauffer, l'air à réchauffer, puisque c'est ce qui coûte le plus cher dans un équipement aquatique parfois, en énergie. Un timing assez serré, désigné en 2020, avec une phase de travaux qui a commencé la semaine dernière, on va dire, avec la première pierre qui a été posée symboliquement, avec l'idée de délivrer l'équipement à partir de mars 2024 au COJO, pour qu'ils puissent organiser à la fois les JO 2024 et les Jeux olympiques paralympiques, pardon. Et puis après, une rephase de travaux, puisqu'on démontera une partie des tribunes pour les aménager, et une exploitation, une mise en service à partir de 2025. C'est un chantier qui a coûté, grosso modo, un coût total de contrat de concession qui est de 147 millions, qui était supérieur à ce qu'avait estimé la métropole de Grand Paris. Et ce qui est important de dire, c'est que dans les 147 millions, ce qui est toujours, on aime bien comparer les choses, c'est que dans les 147 millions, vous avez les phases d'études, de construction, de maintenance, mais surtout, vous avez aussi le déficit d'exploitation de cet équipement sur la durée de la concession jusqu'en 2040. En termes d'innovation, on va avoir la plus grande toiture solaire sur un équipement aquatique qui sera posé. On utilisera largement aussi tout ce qui est outils recyclés, à titre symbolique. Par exemple, les 2500 gradients seront faits en plastique recyclé, plastique français recyclé. Et puis il y aura aussi une performance énergétique très très ambitieuse qui avait été imposée sur cet équipement. On passera donc d'un équipement qui doit disposer de 5000 gradins à 2500 après les épreuves des JO, avec cette idée qu'il pourrait être réversible potentiellement. Alors, je ne suis pas certain que beaucoup de compétitions se feront à 5000 places après, mais c'était le cahier des charges, c'est comme ça qu'il devait être pensé. Une autre vision de son intégration dans le paysage, vous reconnaissez ici le Stade de France derrière. Et une vue du plongeoir. Et la particularité, donc, puisque l'enveloppe avait dépassé les objectifs que s'était fixé la métropole pour cet équipement, une des idées a été de proposer un seul bassin avec un pont mobile qui permettait de séparer à la fois le bassin de plongée du bassin de 50 mètres. Ce qui est important dans la conception de cet équipement, c'est que ça ne sera pas seulement un centre aquatique olympique, ça sera surtout aussi un équipement dédié aux habitants du territoire. La première approche, quand on a travaillé sur ce dossier, c'est de se dire qu'il y avait un déficit du savoir nager sur Saint-Denis et plus largement dans le 93, et que selon nous, un bassin olympique n'était pas forcément le meilleur endroit pour apprendre à nager à des enfants, et donc il fallait absolument associer à ce bassin olympique un lieu dédié, un cocon, donc un bassin vraiment dédié, pensé à la fois dans sa physionomie, dans son ergonomie, pour l'apprentissage des jeunes enfants. On a réussi à passer donc un bassin de 25 mètres dédié entièrement à l'apprentissage, avec une ergonomie et des petites innovations toutes simples, comme la possibilité pour les parents d'être proches de l'apprentissage de leurs enfants sur ce projet. Et ça, je pense que c'est ce qui a tout de suite accroché la métropole lorsqu'on a axé
notre discours sur cette problématique. Et en plus donc des activités natatoires, on a prévu du tennis, paddle, du foot à 5, du basket à 3, un mur de grimpe, d'escalade, un restaurant et une recyclerie sportive où on pourra à la fois venir apprendre à réparer son vélo ou ses différents comment dire, articles de sport, mais on pourra aussi leur donner une seconde vie pour les revendre. Là, la vue du bassin ludique et du parcours pédago-ludique que l'on a créé pour l'occasion. La petite vue chill sympa qui sera côté mur de grimpe, qui sera donc gérée par la société Arcos. Et puis là, une vue de l'accueil où on a voulu s'inspirer beaucoup plus des lobbies de 4 étoiles en cassant cet accueil frontal que l'on a très souvent dans ces lieux où on a toujours une banque d'accueil qui manque de convivialité et de disponibilité vers les clients. Donc là, on a un vrai lieu de vie à l'intérieur de l'espace d'accueil. À l'opposé, je voulais vous présenter, pour terminer, un autre projet que l'on soutient chez Recrea, qu'on appelle la piscine essentielle. Et là, vraiment, vous voyez, on va être à l'inverse du gigantisme. Parce que bien évidemment, les territoires, une des grandes difficultés, on l'a vu qu'il y avait 70% des piscines qui étaient plus âgées de 30 ans. Grande partie de ces territoires ne peuvent pas investir aujourd'hui dans un équipement aquatique qui coûte à partir de 8, 10 et 15 millions d'euros et plus en fonction des programmations. Et il nous semblait important de pouvoir proposer un produit simple, basique, essentiel, qui permettait de garantir à tous les territoires la possibilité de pouvoir proposer une solution pour l'apprentissage à nager de leurs enfants. Donc on s'est associé autour de 5 personnes pour penser ce projet, un architecte, Jean-Louis Berthaumieux, Alain Bernard, qui est, je ne présente pas, qui est un grand représentant de la natation française, notre entreprise, une société d'ingénierie et puis les bassins Myrtapools pour la partie technique. Et l'idée, c'était de proposer une piscine très sobre, la plus sobre possible, d'efficacité, pensée pour pouvoir vraiment dispenser l'apprentissage de la natation, tout en ayant un coût d'exploitation le plus bas possible et le plus acceptable. Donc c'est une piscine qui fera tout simplement 25 mètres, avec 4 lignes d'eau minimum jusqu'à 6 lignes d'eau, et qui aura pour particularité d'être à l'extérieur mais couverte. Donc une halle bassin couverte, à la fois sur les côtés pour ne pas être à l'abri du vent, et en même temps sur le dessus pour être à l'abri des intempéries. Elle est conçue avec une profondeur d'1,30 m. Cette profondeur, elle est choisie parce qu'elle permet à la fois bien évidemment de diffuser l'apprentissage de la natation, mais elle permet aussi de nager confortablement. Alain Bernard lui-même le disait, il a appris à nager dans 1,30 m et il sait se retourner dans 1,30 m. Donc je dirais, pour une approche de la natation, c'est suffisant. Elle permet aussi de diffuser des activités, c'est-à-dire tout ce qui est aquagym, et elle permet aussi à certaines heures, si vous la complétez de jets hydromassants, de pouvoir en faire un lieu de détente, un bassin balnéo. Ce bassin, on l'imagine complémentaire sur des territoires où il y a déjà un équipement structurant. On peut venir compléter une offre sur une communauté de communes ou sur une métropole, et il peut aussi bien évidemment intéresser les territoires ruraux qui n'ont pas les moyens, comme je le disais au début, de se payer un équipement de plus de 5 millions d'euros. Le coût cible de cet équipement, pour nous, il est en coût de construction 3 millions hors taxes, 4 millions. On est prudent parce qu'évidemment, ça peut évoluer en fonction des situations. Et l'idée, c'est de proposer une piscine, comme je le dis souvent, low price, mais pas low cost, puisqu'on a quand même fait des choix importants sur les matériaux et sur l'organisation du bassin avec certains éléments de qualité. L'autre particularité, c'est que c'est un équipement qui sera construit hors site et qui permettra d'avoir un délai de construction assez faible de 9 mois et un chantier très plus écologique que si on restait 18 mois.
quelques vues de l'équipement qui a depuis un peu évolué hein, dans son organisation, mais vous avez ici le grand principe. Donc, on accède au bassin par un sas et le reste de l'équipement, lui, est bien sûr est couvert, chauffé, et on a intégré autre vue de l'extérieur, et on a intégré, là ici vous avez le plan, donc l'accueil, qui est voulu être aussi pareil, un peu dans le même esprit de ce qu'on avait présenté au CAO, un accueil qui peut à la fois aussi être un lieu d'attente, de convivial, et un lobby où on peut aussi proposer aux personnes à la fois de regarder ce qui se passe sur le bassin, mais aussi de pouvoir venir travailler s'ils ont besoin de travailler, s'ils attendent leurs enfants. 4 vestiaires qui sont dédiés prioritairement pour recevoir 2 classes, mais qui permettent aussi de recevoir du public quand on sera en dispositif public. Les sanitaires tout simples, qui permettent après d'accéder directement par un sas à la piscine. Et ici, manifesté là en vert, un lieu qu'on a appelé la salle coaching, en fait, salle de débriefing, qui est au chaud, qui est l'endroit où on recevra les enfants, les écoles, où on pourra transmettre les informations, les consignes pour l'apprentissage, et où on aura des écrans qui permettront aussi de filmer ce qui se passe dans l'eau et de pouvoir ainsi accompagner par une pédagogie active l'apprentissage de natation. Une autre vue de l'intérieur, donc ici l'accueil dont je vous parlais tout à l'heure, et cette petite lieu de débriefing qui sera aussi le lieu où les publics pourront se retrouver après la natation, puisqu'on peut imaginer qu'en hiver, après avoir nagé, on n'est pas spécialement envie d'attendre sur le bord des bassins où il fera frais, mais là on sera au chaud. Voilà. Merci de votre attention. Thierry. Merci. Alors, merci François, merci Michel, merci Vincent. Je pense que ceux qui se posaient la question de savoir si on pouvait être innovant dans le domaine des équipements aquatiques ou récréatifs, récré-aquatiques, maintenant on la réponse. La matière est riche, sur la conception, sur l'exploitation, sur le montage, sur le partenariat. On va peut-être pas faire le jeu des questions-réponses parce que la matière a été tellement dense que l'on va s'arrêter là. En tout cas, on a été ravis de vous accueillir. Je voudrais présenter le prochain webinaire qui se tiendra exceptionnellement, non pas le dernier vendredi du mois parce que c'est le mois de décembre et que ce sera Noël, mais le 17 décembre. Et là, Thomas Lafourcade, qui est directeur de Binex, qui est un spécialiste des questions d'accès, de billetterie, etc., plus d'autres intervenants, nous parlerons de l'avant, le pendant et l'après. Qu'est-ce que le numérique peut apporter comme à la fois élément de facilité pour le parcours client, mais aussi optimiser la gestion. Donc c'est un programme qui sera technique, mais néanmoins passionnant. Et puis, une fois encore, n'hésitez pas à faire savoir autour de vous. Vous pouvez, comme le disait Vincent tout à l'heure, retrouver en replay ces webinaires à la fois sur le site de Voltaire ou sur le site de Funfair City. Merci et au plaisir de se retrouver dans 3 semaines maintenant. À bientôt. Au revoir. Merci. Très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.